Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Public Eye, c'est une ONG qui regarde là où les multinationales voudraient dissimuler leurs activités et c'est aussi l'objet de ce podcast. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on va parler de Shein, S-H-E-I-N, à prononcer Shein. Vous ne le connaissez peut-être pas, c'est le nouveau géant de la mode chinois en ligne qui cartonne actuellement auprès des jeunes. En 2021, c'est des profits records qui malheureusement cachent un modèle d'affaires bien plus sombre. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Géraldine Viret, porte-parole et rédactrice à Public Eye, qui va nous montrer les dessous peu reluisants de cette ultra fast fashion. Bonjour Géraldine. Bonjour. On va du coup parler de cette entreprise que peut-être les plus de 25-30 ans ne connaissent pas très bien. Qui est Shein ? Alors si on veut résumer, je pense qu'on peut dire que Shein, c'est la fast fashion sous stéroïdes. C'est-à-dire que c'est une entreprise, un géant chinois de la mode en ligne, qui a pris toutes les recettes des H&M, des Inditex et qui les a poussées à l'extrême. Quand tu dis Inditex, tu parles de Zara entre autres. Propriétaire de la marque Zara. Mais du coup, ça représente quoi en termes de taille, de croissance, de chiffre d'affaires ? C'est une entreprise qui a été créée en 2008 et puis elle a véritablement décollé à partir de 2018, mais c'est vraiment une grande gagnante de la pandémie. Donc en 2020, on était à 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc de vente. Et puis en 2021, on estime qu'elle devrait avoir doublé pour atteindre les 20 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'elle a plus ou moins rejoint les grands noms de la fast fashion que sont H&M et Inditex. Mais contrairement à ces grands noms, tout est en ligne. Il n'y a pas de magasin physique. Il n'y a pas de boutique. Alors eux, ils s'embêtent pas à avoir des magasins sur les grandes avenues avec des loyers pas possibles. Et comment on passe de la fast à l'ultra fast fashion ? En tout cas, c'est comme ça que vous l'appelez. Je pense que pour prendre la mesure de ce que ça signifie, il faut déjà aller sur son app, sur l'app de Shein. Parce que là, on se rend compte qu'il y a un nombre gigantesque de vêtements en ligne. On peut scroller à l'infini. Et puis finalement, à tel point que maintenant, on sait plus ce qu'on était venu chercher tellement il y a d'articles. Rien que la section femmes, c'est environ 260 000 articles différents. 260 000 260 000. Hier, j'ai regardé également pour les vêtements pour femmes les nouveaux articles, parce qu'on peut filtrer par nouveaux articles. C'était 8 000, dont 5 000 articles coûtaient moins de 15 francs. C'est assez frappant, en tout cas pour les gens qui nous regardent sur YouTube, de voir le nombre de promos, le nombre de publicités qu'il y a sur cette application qui a été designée pour rendre les gens vraiment super accro. Il y a aussi un autre phénomène, celui des influenceurs et influenceuses qui font la pub de Shein. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ça, je pense que c'est vraiment un peu le cœur du succès de Shein. C'est la manière dont il a réussi à s'implanter quelque part, à s'intégrer dans les logiques et les codes des réseaux sociaux. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est les Shein hauls, comme on appelle. C'est les butins de Shein. C'est-à-dire qu'on a des consommateurs, consommatrices lambda, comme toi et moi, mais aussi des personnes plus connues, qui commandent sur l'application, qui reçoivent des vêtements. En général, c'est pas un, mais c'est beaucoup. Et puis qui déballent, qui commentent la matière au toucher, qui essayent, et puis qui demandent aussi les avis des gens. Donc c'est des jeunes qui, sur TikTok par exemple, prennent des vidéos d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes et montrent ce qu'ils et elles ont acheté en ligne. Exactement. Et en fait, ce type de vidéo, ça existe depuis longtemps. On le fait pour les vêtements, on le faisait pour les produits de beauté et d'autres choses. Là où ça change vraiment, c'est la quantité astronomique de ce type de vidéos sur TikTok. Et puis aussi, c'est cette injonction finalement à acheter pour se montrer, pour plaire. Et là, je discutais ce matin avec des étudiantes qui sont venues discuter avec moi des conditions de travail, de la fast fashion, etc. Et puis, elles me disaient finalement, elles connaissaient pas Shein avant, comme beaucoup même d'adolescentes ou jeunes femmes en Suisse. Et puis, elles ont découvert ça grâce à ces Shein hauls pendant la pandémie. Et puis, elle disait au début, voilà, on a envie d'essayer, on commande. Et finalement, le but quand même sur TikTok, c'est d'avoir toujours plus d'abonnés, que les gens apprécient notre contenu. Donc, on finit par commander des vêtements, pas parce qu'il faut bien s'habiller, même pas par
plaisir du vêtement, mais dans l'idée d'avoir du succès sur les réseaux sociaux. On en commande aussi parce que c'est pas cher. C'est quoi les prix moyens sur cette application ? Si on regarde un peu sur l'application, on voit des tops à 8 francs. Voilà, c'est des prix qui sont extrêmement bas. Et ce qu'on peut dire de ces prix, c'est clair, c'est qu'ils tiennent absolument pas compte des coûts sociaux et environnementaux des vêtements. Et quand on sait que l'industrie textile est la deuxième plus polluante au monde, on peut aussi s'inquiéter très très fortement de ces injonctions, de ces incitations à consommer toujours plus. Et ben justement, parlons-en de ces coûts environnementaux et sociaux, parce que là, on a parlé vraiment de la success story Shein, celle qui est décrite dans les magazines business. Mais qu'en est-il de cette enquête que vous avez publiée il y a quelques mois sur les conditions des travailleurs et travailleuses dans les usines Shein ? Ce qu'on a voulu voir, nous, c'est ce qu'il y avait derrière, quelque part, cette croissance incroyable, derrière ce succès sur les réseaux sociaux, et il n'y avait pas de médias qui s'étaient intéressés, qui avaient enquêté sur les conditions de travail. C'est pas quelque chose de facile à faire, dans le sens où, déjà, l'entreprise est une boîte noire, mais aussi on a le contexte, voilà, de la Chine. Déjà, dans les ateliers, dans d'autres pays, c'est pas évident, mais là, avec, voilà, tout l'appareil de surveillance chinois, ça complique un petit peu. Ce qu'on a fait, c'est pas se rendre sur place. Ça aurait été trop difficile vu le contexte. Mais on est entré en contact avec une organisation locale de défense des droits du travail qui nous a permis de mandater des enquêtrices. Et elles se sont mises en quête des fournisseurs de Chine. Quand on feuillette cette enquête, on voit assez rapidement des photos qui sont assez édifiantes de petits ateliers où les gens sont ramassés les uns les unes contre les autres avec plein de sacs éparpillés un peu partout. C'est quoi les conditions de ces usines ? Bon, on est effectivement dans des petits ateliers informels. Quand on arrive, on voit des sacs, on voit des gens. Il y a déjà un problème très important, très grave, c'est les conditions de sécurité. Parce qu'on sait que l'industrie textile est très dangereuse. Il y a eu des incendies depuis des décennies. Il y a eu l'effondrement du Rana Plaza. Il y a quelques années, ça avait défrayé la chronique. C'était en 2013. Et là, on voit que Shein fait un bond en arrière par rapport au progrès qui avait été obtenu par les ONG, les syndicats, pour améliorer les conditions de sécurité dans les usines. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est des fenêtres qui sont barrées, il n'y a pas d'issue de secours. On imagine bien que dans ce genre de contexte, si on devait quitter à cause d'un incendie, ce serait très difficile. Et ces employés ont un contrat de travail ou tout se fait de manière informelle ? Alors je pense une chose qui est vraiment importante de souligner, c'est que les employés sont payés à la pièce. Et ça veut dire une énorme pression en termes de productivité. Donc si vous voulez gagner un salaire décent, plus ou moins 1400 francs par mois, qui est un assez bon salaire honnêtement, vous devez travailler pour deux. Les gens travaillent 11 à 12 heures par jour, ils ont un seul jour de congé par mois, et ça représente plus ou moins 75 heures par semaine. Après, il n'y a pas de cotisation sociale, beaucoup n'ont pas de contrat, donc on voit que c'est des gens qui sont mis sous pression avec peu de sécurité. Et si on regarde le profil de ces personnes, elles viennent quasiment toutes des provinces plus pauvres de la Chine. Elles sont là pour gagner de l'argent, pour économiser de l'argent. Et la seule manière de le faire, c'est de travailler à un rythme effréné. Alors cette enquête, elle a fait grand bruit, un grand bruit médiatique, notamment dans Le Monde, Quotidien, TMC. Ça a été beaucoup relayé. Et Shein, eux-mêmes, est-ce qu'ils ont répondu à vos revendications ? Il y a eu un peu de temps. Le premier temps, c'est avant la publication de l'enquête. On a envoyé des questions très concrètes à Shein, après être parvenu à trouver l'adresse mail à laquelle il fallait envoyer, ce qui était déjà difficile. On voulait leur donner la possibilité de se positionner, comme on le fait toujours. Et là, silence radio. Et puis, la veille de la publication, ils se sont quand même dit à les Publica, il faudrait leur répondre parce qu'ils se sont fait contacter par des grands médias, dont la BBC. Donc voilà, ils étaient un peu mal pris. Ils nous ont envoyé une réponse assez vaseuse, dont on a souvent des exemples par d'autres entreprises. Mais là, c'était quand même particulièrement succinct, où ils nous ont dit finalement prendre très au sérieux toutes les questions relatives à la chaîne d'approvisionnement. Donc pas les problèmes, mais les questions. La réponse de base, quoi. La réponse de base. Et puis ensuite, voilà, notre reportage, c'était une des premières enquêtes, la première enquête sur les conditions de travail. Elle a suscité beaucoup d'intérêt dans les médias, tu le disais. Et puis surtout, elle a poussé quand même des grands médias à mener leurs propres enquêtes. Donc Shein s'est quand même rendu compte qu'il allait avoir un sacré problème d'image. Donc on espère que les choses vont bouger un petit peu quand même.
Non, parce que finalement, il a fait ce que font toutes bonnes marques, c'est-à-dire du greenwashing. Il s'est dit, Shein se dit, moi, j'ai du retard, quelque part, ils ont du retard sur les mesures qu'on peut prendre pour défendre son image. H&M, Inditex, ça fait des décennies qu'ils font ça. Voilà, ils ont des sections durabilité, ils ont des collections durabilité. Shein, ils ont rien de tout ça. Donc, ils ont fait 3 choses. La première, c'est de dire qu'ils allaient ouvrir leur propre enquête, quelque part, pour voir si les faits qu'on met en lumière sont avérés. Ce qui est une bonne chose, disons, mais voilà, il y a très peu de chances, à mon avis, que les résultats de cette enquête soient publics. Et on peut se demander s'il y a vraiment des chances de changer les choses, qu'ils changent les choses d'eux-mêmes. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est engager un responsable de la durabilité. Alors là encore, toutes les grandes marques en ont un. Et puis la tâche principale de cette personne, disons, c'est de passer une bonne couche de verre. On appréciera l'hypocrisie du geste. C'est de passer une bonne couche de verre pour redorer un petit peu le blason. Et là, ils en ont quand même bien besoin maintenant. Et puis, ils savent aussi qu'avec un succès pareil, ils vont être de plus en plus sous pression pour communiquer sur les conditions de travail. Et puis la troisième chose, moi, je trouve que c'est particulièrement cynique. Ils ont lancé un fonds caritatif de 10 millions de dollars pour soutenir des ONG qui travaillent sur différentes thématiques, soutien aux femmes, aux petits entrepreneurs. À Public Eye ? Non, non, pas à Public Eye, non. Mais tant mieux, je dirais. Soutien pour le bien-être des animaux, et puis aussi le recyclage, l'économie circulaire. Et je trouve que, voilà, si on s'arrête rien que sur le recyclage et l'économie circulaire, on se voit bien à quel point c'est n'importe quoi, dans le sens où c'est ultra fast fashion, le modèle d'affaires est basé sur la surconsommation et le gaspillage. Donc la première chose à faire, c'est pas d'ouvrir un fonds, c'est de réfléchir à comment on peut, disons quand même, amoindrir son effet délétère dans les pays producteurs, en l'occurrence la Chine, mais surtout aussi pour l'environnement. Alors on reviendra sur ces aspects-là. Ça m'intéresse un peu de savoir ce qui se passe en bout de chaîne. Je crois que tu es venu toi-même avec un petit cadeau. J'ai un petit cadeau, mais je vais pas te l'offrir en fait. Je suis sûre que tu n'en voudras pas. Il ne sera peut-être pas à ma taille. On va voir. Alors c'est une robe en fait que l'une des enquêtrices a vue dans un atelier informel qui produit pour Shein, l'a prise en photo et puis ensuite ici on a essayé de la retrouver sur l'app et puis on l'a reçue. Je te laisse peut-être me dire ce que t'en penses. Ça coûte combien une robe comme ça ? La robe elle est 11 francs mais sur l'app de Shein on a toujours des codes promo tout le temps donc on s'en est sorti à 9,90 francs donc un prix extrêmement bas. Oui. C'est ridiculement bas et on sent que c'est pas du coton. C'est du polyester, donc dérivé du plastique. Il y a peu de couture, effectivement. Ça a l'air d'être assez simple comme vêtement. C'est assez simple et puis si on regarde un petit peu les finitions, on voit bien que c'est pas de la qualité. C'est un peu le type de vêtement que t'as bien envie d'acheter, mais dès que tu l'as dans les mains, t'as pas envie de le mettre. Alors bon, de toute façon pas, parce que c'est une robe d'enfant, mais ça fait pas envie, en fait. On voit que c'est de la piètre qualité. Du coup, il faudrait retourner cette robe ? Il faudrait retourner cette robe. Alors, si tu vis en Allemagne, par exemple, c'est Shein qui paye le retour. Mais quand tu veux retourner une robe à 9,90 francs, ils estiment que ça vaut pas la peine et t'as le droit de la garder. Et ça, je pense quand même que c'est assez parlant en termes de gaspillage, à quel point finalement ce genre de vêtements à 9,90 francs et autres, dans ce système Shein, c'est presque un Kleenex en fait. Voilà, on le met, si on le met pas, c'est pas grave. Et ça, c'est vraiment au cœur de ce modèle. Alors, il y a eu pas mal de remous médiatiques, on peut s'en réjouir et on peut aussi se réjouir que les lignes bougent aussi sur Internet. Il y a une vidéaste, Enjoy Phoenix, qui autrefois était acquis à la fast fashion, qui a récemment lancé sa propre vidéo. Ne tombez pas dans le piège des trends sur TikTok. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un acheter pour 1 000 € de vêtements sur Shein que vous devez faire pareil pour être à la mode, pour être respecté, pour être trendy, pour avoir de la valeur, pour être quelqu'un. Soyez qui vous êtes avec les vêtements que vous avez. Les vêtements ne définissent pas un humain. On n'a pas besoin d'acheter sur Shein pour être quelqu'un. C'est bon signe, ce revirement de positionnement. C'est bon signe et je trouve surtout que c'est hyper important que des influenceuses, influenceurs qui font partie de ce monde, qui en comprennent les codes et le langage, réfléchissent à ces questions-là et surtout prennent position là-dessus, entrent en discussion.
Donc c'est crucial d'avoir ce genre de rôle modèle auprès des jeunes aussi. Toi-même, tu vas dans les gymnases pour sensibiliser les jeunes à cette question-là, les lycées. Qu'est-ce que tu penses de cette jeunesse qui à la fois fait des grèves pour le climat et achète frénétiquement sur Shein? C'est vrai que si on regarde la jeunesse, elle est un petit peu clivée, mais on aurait tort de penser que c'est d'un côté les grévistes du climat et de l'autre les fashionistas. En fait, il y a toute une gamme au milieu et on peut réfléchir à son impact environnemental tout en ayant envie d'acheter des vêtements. Moi, je trouve qu'il y a une chose qui est essentielle, c'est d'éviter un discours qui est trop culpabilisant. On voit bien quelque part les logiques, les cercles vicieux qui sont à l'œuvre là-dedans. Et pour contrer ça, je pense que c'est important d'informer. Plus que faire la morale. Donc montrer quelles sont les conditions réelles, quel est l'impact environnemental et puis discuter aussi. Il y a beaucoup la question du boycott qui revient aussi. Est-ce qu'il faut boycotter les marques ou pas? Moi j'ai envie de dire ça appartient quelque part à tout le monde, à chacun de décider. Par contre une chose qui est sûre, c'est que quelque part l'habit le plus durable maintenant c'est celui qu'on n'achète pas. Puis c'est clair qu'on peut pas se balader à poil, il faut bien acheter des vêtements, mais il faut vraiment penser à la quantité de vêtements qu'on achète. Privilégier la qualité sur la quantité, se demander si on a réellement besoin d'un vêtement. Réparer ses vêtements aussi. Réparer ses vêtements, le seconde main, il y a quand même pas mal de choses qui se font maintenant où on peut avoir un impact à son niveau. Et c'est hyper important, évidemment, pour le côté social. On a vu Chine, les gens, à quel rythme ils doivent travailler. Mais c'est également très important d'un point de vue environnemental. Ça, c'est au niveau du consommateur ou de la consommatrice. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'État ? C'est une question qui est assez difficile, mais ce qui est clair, c'est qu'on peut pas attendre des grandes entreprises qu'elles changent leurs pratiques d'elles-mêmes. La responsabilité sociale d'entreprise, ça a des décennies. Et finalement, il y a eu quelques petites améliorations, quelques petits programmes durables, mais il n'y a pas un changement fondamental de modèle d'affaires. Donc il faut impérativement qu'il y ait des limites qui soient posées par les États, c'est-à-dire imposer des devoirs de responsabilité et de transparence à ces grandes boîtes. Et je pense que c'est d'autant plus important qu'avec l'ultra fast fashion, on est un peu aux confins de la mode, on est un peu aux confins de la consommation. Et on peut se demander qu'est-ce qu'il y aura après ? Est-ce que ce rythme va encore s'accélérer ? Et même d'un point de vue, justement, je disais, environnemental, on imagine le désastre si ce modèle-là s'accélère encore. Donc au niveau des États, on veut plus de régulation, plus de protection des conditions de travail ? Il faudra un encadrement des grandes multinationales, c'est clair. Merci beaucoup Géraldine Viret, on en a appris beaucoup plus sur ce géant de l'ultra fast fashion qui est Shein. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner sur YouTube ou la plateforme audio de votre choix pour suivre la suite des épisodes de Mon Œil. On attend vos retours sur les réseaux sociaux, sur les vidéos que nous mettons en ligne pour améliorer continuellement le format. On vous remercie d'avance et on vous dit à bientôt. Mon Œil, le podcast engagé de Public Eye.